4, 3, 2. Bonjour, bienvenue à la 15e conférence de l'ESR. J'ai le plaisir de vous accueillir à l'atelier. J'ai le plaisir de vous accueillir. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui devrait couper son micro parce qu'il y a un écho qui se passe. Bonjour, donc je reprends. Nous sommes à l'atelier Comment développer le digital, comment le digital peut vous permettre de développer la stratégie LEG, qui sera animée par Mathilde Delhomme d'Affinitas. Donc, je la remercie vivement de participer à cet atelier. Elle va d'ailleurs aborder 3 cas pratiques qui va permettre d'illustrer tous ses propos. Et nous avons aussi avec nous, et je la remercie aussi chaleureusement, Séverine Delagamme, qui est donc notre bénévole et qui va prendre toutes vos questions, qui j'espère seront nombreuses. Donc merci Mathilde, je te laisse la parole et puis bon atelier à tous. Bonjour, déjà merci d'être présent ce matin avec nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un petit sondage. On a cette possibilité avec l'outil de l'AFF, juste pour voir à quel niveau est-ce que vous estimez que votre association se situe en termes de legs, pour voir tout simplement en fait dans quelle mesure j'approfondis certaines slides ou pas. Donc, je laisse la parole et puis bon atelier à tous. Bonjour, déjà merci d'être présent ce matin avec nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un petit sondage. On a cette possibilité avec l'outil de l'AFF, juste pour voir. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Excusez-moi. Donc normalement vous voyez le sondage Swapcard. Donc j'espère que vous pouvez y répondre. Donc je lance cette presse, je continue. Alors, donc moi, on vous l'a dit, je m'appelle Mathilde, je travaille à Affinitas, et Affinitas, c'est une agence spécialisée dans la collecte de fonds qui est implantée à Paris, à Lille, mais aussi à Nantes, à Lyon, à Avignon, enfin voilà, un peu partout en France. Et cette agence, en fait, elle a la spécificité d'être vraiment spécialiste en collecte de legs. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'après tout, vous pouvez bien vous dire, tout le monde peut se proclamer spécialiste de ce qu'il veut. En fait, nous, notre agence, notre force, c'est que notre directeur, avant de passer 10 ans comme directeur de l'agence de Paris, il a fait tout son début de carrière en association et dans les services de relations testateurs de plusieurs grandes associations, notamment des PFP, les Petits Frères des Pauvres. Et pour ceux qui ne le savent pas, les PFP, c'est vraiment une asso qui est référente en matière de collecte de legs, aussi bien sur les montants, évidemment, mais aussi sur l'offre qui est l'offre post-mortem, la relation au testateur, etc. Donc, du coup, lui, il a vraiment ce savoir de qu'est-ce que les gens, entre guillemets, ont dans la tête quand ils envisagent de faire un leg pour une association, quelles sont leurs craintes. Et du coup, nous, on a vraiment ce savoir de qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens, comment est-ce qu'on discute avec eux, comment est-ce qu'on les rassure. Et après, notre autre point, mais là qui est plus commun aux agences en général, c'est qu'on est vraiment… on a plusieurs clients et on y reviendra après peut-être, mais il s'avère qu'il n'y a pas une seule stratégie leg. Chaque stratégie leg, elle dépend vraiment de l'association, de sa façon de parler en général, de sa mission bien sûr, et de ce qu'elle peut ou non offrir aux testateurs. Et du coup, nous, en étant en contact de plusieurs associations, on voit vraiment la diversité des profils, des attentes, et ça, c'est une de nos forces. Donc, je vais juste, j'arrête pas de couper ma presse, mais je vais juste voir si j'ai les résultats du sondage. Alors, les résultats du sondage, c'est assez varié en fait. Donc, il y a quand même pas mal de… Il y a soit confirmé, on a une brochure et une strat, soit novice, nous n'avons pas commencé. Bon, je vais essayer de pas trop approfondir. De toute façon, après la présentation, on a aussi la possibilité de discuter en chat, et puis vous aurez mes coordonnées, donc vous pourrez aussi me contacter si vous avez d'autres questions.
Alors, comment va se présenter cette presse en 4 parties? Je vais faire une partie juste un peu théorique pour parler de pourquoi est-ce que je viens présenter de la prospection de legs en digital. Et après, je vais vous présenter ces fameux cas pratiques, sachant qu'après chaque cas pratique, il y a un petit temps pour échanger, pour poser vos questions, même si à la fin, il y a plus de temps pour ça. Alors, ma première presse ici, c'est, excusez-moi, voilà. C'est une presse que je mets tout le temps en appel d'offres. De toute façon, les quatre slides là que je vais montrer, c'est les presses qu'on utilise toujours sur des appels d'offres parce qu'elles synthétisent vraiment notre façon de concevoir la stratégie leg. Donc là, vous avez cette pyramide. C'est la pyramide globale de la stratégie leg. Vous voyez déjà que cette pyramide, elle est de 2 couleurs. Il y a une partie qui est orange et une partie qui est noire. La partie noire, en fait, c'est pour montrer que pour chaque action que vous allez mener, il y a toujours une partie des gens qui vont effectivement réagir, mais qui ne voudront pas vous le dire. C'est-à-dire que toutes les associations, et ça c'est un chiffre secteur qu'on constate depuis des années sur toutes les associations, il y a une partie des testateurs qu'elles ne connaissent pas. C'est-à-dire que quand elles reçoivent un leg, la personne, elle est complètement inconnue au bataillon. On ne sait pas, elle n'est pas donatrice, elle n'a pas demandé d'informations, on ne l'a jamais rencontrée, mais elle a quand même fait un leg. Et ces personnes-là, en fait, vous ne savez pas qui elles sont et il ne faut pas chercher à essayer de les convaincre. Elles ne voudront jamais vous en parler pour des raisons qui leur sont propres. Du coup, vous n'avez de la visibilité que sur 50% des gens qui réagissent à vos sollicitations. Et parmi ces personnes-là, en fait, il faut qu'elles passent par plusieurs étapes. Donc, ces étapes, c'est ce qu'on appelle le tunnel de conversion en marketing. En gros, c'est toutes les étapes par lesquelles une personne doit passer pour faire une action. Et en leg, le tunnel de conversion, il est plus long que sur le don parce que généralement, on dit qu'entre le moment où une personne sollicite une asso pour avoir une brochure et le moment où elle décède et donc l'asso recevra son testament, il se passe 8 ans. Mais donc, c'est encore plus long parce que dès que la personne voit une pub, elle va tout de suite réagir en sollicitant l'association. Donc, vous avez ces différentes étapes qui est d'abord, elle voit une pub, donc elle découvre soit l'association ou la possibilité de léguer pour l'association, parce que ce n'est pas du tout connu. Il y a à peu près seulement 40% des Français qui savent qu'on peut tester pour une asso. Donc, via du média, l'annonce presse, le dépliant, etc. Enfin, différentes manières, la personne découvre la possibilité de tester pour une association. Ensuite, elle va être intéressée, c'est-à-dire qu'elle va demander une brochure. Ensuite, elle va, par un certain nombre de signes, montrer qu'elle devient de plus en plus chaude, c'est-à-dire qu'elle va, par exemple, dire qu'elle veut qu'on l'accompagne chez le notaire, qu'elle veut des conseils pour rédiger son testament, etc. Enfin, on va voir qu'elle est en train de mettre en place un projet successoral. Et ensuite, la dernière étape, c'est que cette personne confirme avoir fait un testament et surtout, elle le maintient parce que ça arrive que des personnes annulent leur testament. C'est quelque chose qu'on constate aussi chez toutes les assos. Et donc, nous, en tant qu'agence, on va vraiment majoritairement venir agir sur cette première étape, l'étape de la découverte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait savoir au grand public qu'il est possible de léguer pour une asso. Alors, pour faire ça, en fait, on va utiliser tout simplement les mêmes canaux qu'en marketing. On peut utiliser tous les canaux du marketing, c'est-à-dire les plus connus, c'est la presse papier ici, la radio, la télé, le digital dont je vais parler, mais on peut aussi faire des emails, des mailings, de la prospection par téléphone, des événements, des ambassadeurs, etc. Enfin, tout est possible, en fait, tout dépend de l'association, de ses moyens et de ses objectifs. Donc, le digital, il rentre complètement dans ce cas-là. Alors, la slide d'après, celle-là, il y a plein de chiffres. Je ne vais pas forcément m'étendre parce que c'est trop riche. Mais en fait, cette slide, je l'ai faite pour vous. C'est-à-dire, n'hésitez pas à la fin de la présentation à me la donner. Ces chiffres, en fait, ils ont pour but de montrer que c'est pertinent d'aller en digital en digital pour prospecter du leg. Et donc, ça a pour but, par exemple, de rassurer un chef ou un CA qui ne serait pas forcément sûr de votre stratégie. Moi, je vais juste dire 2 points par rapport à cette slide-là, qui est, depuis que je suis arrivée chez Affinitas, 4 ans pour développer le leg en digital, tous les clients que j'ai emmenés, ils sont restés. Donc, voilà, ça fait certains clients que j'accompagne depuis 4 ans sur le web. Et donc, ils y sont et chaque année, ils augmentent leur budget. Donc, ça, voilà, c'est un premier résultat qui a du sens. Et la deuxième chose, c'est que si vous regardez sur la gauche de mon écran, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 1 Français sur 4 qui est un senior. Déjà, on sait très bien qu'il n'y a pas 1 Français sur 4 qui n'utilise pas Internet. C'est beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup plus concentré. Et parmi ces seniors, il y a 2 types de seniors. Il y a la génération des silencieux et la génération des boomers. La génération des silencieux, c'est les personnes qui ont au moins 80 ans.
Et les boomers, c'est celles qui ont entre 60 et 80 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la génération des silencieux, dans 5 ans, ils seront tous décédés. C'est une statistique. Et la génération des silencieux, c'est la génération qu'on adresse majoritairement aujourd'hui avec la stratégie LEG. Mais vous savez, une stratégie LEG, ça met au moins 8 ans avant de montrer des résultats. Or, on choisit généralement de faire son testament aux alentours de 56 ans. Donc, il est assez périlleux de venir adresser de commencer une stratégie pour adresser la génération des silencieux aujourd'hui. Et puis, de toute façon, ce n'est pas pérenne puisque dans 5 ans, ils seront décédés. Donc, c'est aussi pour ça qu'on incite fortement nos clients à se diriger dès aujourd'hui vers la prospection des boomers, puisque les boomers utilisent Internet. Pensez à toute personne qui a plus de 60 ans. Clairement, ils vont utiliser Internet pour faire leur réservation de voyage, pour aller regarder leur presse, l'équipe par exemple. Enfin, moi, mes grands-parents utilisent clairement Internet au quotidien. Et la dernière chose, c'est le petit détail, les boomers, ils tiennent leur nom d'une vague de naissance record. Et statistiquement, les boomers vont générer une vague de décès record. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas venir les prospecter en libéralité. Et la dernière petite slide de ma partie un petit peu théorique, c'est cette slide qui vient présenter un écosystème digital parfait. Donc ça, c'est vraiment la vision à terme. On ne fait pas tout d'un coup, ça n'a pas de sens, d'une part parce que ça prend beaucoup d'argent et de temps, aussi bien en gestion de projet que de temps humain. Donc, on commence par étapes et puis en fonction des résultats qui sont générés, on utilise les enseignements pour développer les autres canaux. Alors, comment est-ce qu'elle est construite, cette slide? Elle est construite en plusieurs étapes. Vous voyez que d'abord, on distingue un certain nombre de cibles qu'on vient adresser par des leviers dans un certain objectif et on les redirige vers des endroits. Donc, je vais commencer finalement par cette question de la redirection qui est en bas de l'écran. Il y a 2 types d'endroits vers lesquels on peut rediriger la personne. On peut les rediriger soit sur ce qu'on appelle une rubrique libéralité qui figure sur le site institutionnel, donc le site de votre marque, ou on peut les rediriger vers une landing page de campagne. Alors, ce qu'on fait au début, c'est qu'on préconise de commencer par la landing page de campagne parce que c'est hyper facile à mettre en place. Il y a à peu près tout mis bout à bout entre le brief et la mise à disposition, 3 mois. Donc, on commence par faire la landing page de campagne. On redirige tout le monde vers la landing page de campagne, le temps de mettre en place la rubrique libéralité sur le site institutionnel. Donc, notre landing page de campagne, dans un monde idéal, vous voyez qu'il y a seulement 2 des 5 cibles qui sont dirigées vers la landing page de campagne. Pourquoi ? En fait, on dirige vers la landing page de campagne uniquement les personnes qui sont issues du média, donc le média digital et le média autre, c'est-à-dire la télé, la radio, la presse écrite, etc. Pourquoi ? En fait, ces personnes qui sont issues du média, donc elles ne connaissent pas l'asso puisqu'elles sont issues de la prospection pure. Elles ne connaissent pas votre association et donc elles ne sont pas déjà à moitié convaincues de l'intérêt de faire un leg pour votre association parce qu'elles n'ont pas de lien émotionnel avec vous. Du coup, il importe de vraiment les travailler au corps et de les convaincre de réaliser l'action. Donc, en fait, on voit sur cette landing page de campagne, et ça fait partie d'un des cas pratiques, je vais vous montrer comment c'est construit, qui a la spécificité en fait de capturer la cible. C'est-à-dire, en fait, elle n'a pas de porte de sortie, elle ne peut pas partir, on veut qu'elle demande une information, qu'elle demande sa brochure, puisque comme pour le coupon papier, la carotte en leg, c'est demander une brochure pour passer à l'étape supérieure, si vous vous rappelez la pyramide. Donc, cette cible, elle est captive sur la landing page de campagne et puis elle ne pourra pas partir, elle va demander notre brochure. Alors que les autres, on va les renvoyer sur la rubrique libéralité. Donc, la rubrique libéralité, vous l'aurez compris, ça fera aussi partie d'un des cas que je vais vous présenter. Et la rubrique libéralité, en fait, on renvoie les personnes qui sont un peu plus chaudes, entre guillemets. Donc, les personnes qui sont un peu plus chaudes, ce sont les membres de votre fichier, c'est-à-dire vos donateurs, vos fans sur les réseaux sociaux, mais aussi vos mécènes, vos adhérents, vos bénévoles. Là encore, qui est-ce qu'on adresse sur les legs au sein du fichier? Ça dépend vraiment des associations, en fait. Ça va dépendre de vos dons, de vos objectifs. Et on renvoie aussi les personnes issues du SEO. Donc, le SEO, on y reviendra par la fin. Mais donc, le SEO, en fait, ce sont toutes les personnes qui font des recherches, soit, si je prends une association, la Schema, comment léguer à la Schema? Elle est très intéressée par un leg, donc on la renvoie
sur le site des libéralités, soit elle est déjà intéressée par un legs en général, léguée par exemple à une école, hop, on la renvoie sur la rubrique libéralité parce qu'elle est déjà plus chaude qu'une personne qui n'a montré a priori aucun intérêt pour les legs et donc elle, on va plutôt la solliciter par la publicité. Donc ces trois types de personnes, on les envoie sur notre rubrique libéralité. Et on peut faire ça par différentes manières. Le SEO, comme je viens de vous le dire, des contenus sur vos réseaux sociaux, votre Facebook, votre Twitter, etc. Vous pouvez venir les sensibiliser aux legs de façon intelligente. Et vous pouvez aussi, ça constituera le troisième fil rouge de cette présentation, le troisième cas de cette présentation, créer un fil rouge. Un fil rouge sur vos messages web forcément, parce que vous pouvez le faire sur le print, mais bon, là, on est sur le web. Notre fil rouge, c'est-à-dire que vous pouvez venir insérer un bruit de fond, leg, sur tout ou partie de vos supports digitaux, c'est-à-dire sur la newsletter et ou sur des emails dédiés et ou sur tous les emails, toutes les sollicitations digitales, welcome pack, etc., que vous envoyez à vos membres du fichier web. Donc voilà pour cette partie un petit peu théorique. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va faire une landing page de campagne, la rubrique libéralité et un exemple de fil rouge qu'on a fait pour un de nos clients. Donc, je commence par la landing page de campagne. La landing page de campagne, on l'a faite pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Une chose que je n'ai pas précisée qui est importante, moi, ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais vous montrer les mécaniques. C'est-à-dire, le but, c'est de dédramatiser ce qui est mis en place, simplement comprendre comment ça marche. Et après, il ne faut pas se mettre de frein en disant « oui, mais moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, etc. » Parce que cette mécanique, elle est applicable à n'importe qui. Évidemment, mon agence travaille un petit peu plus avec les assos du social, donc elles seront plus représentées ce matin. Mais la mécanique est vraiment adaptable à n'importe qui en fonction du brief. Donc, le but, c'est plutôt de comprendre comment ça fonctionne. Alors, la landing page de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, pareil, cette slide, elle est là pour récapituler. Mais maintenant, je vais venir plutôt vous montrer comment elle est construite, cette landing page sur Internet. Mais vous avez ici un petit récapitulatif, en fait, de comment c'est, des points forts de cette landing page. Donc, hop, j'arrête. Je recommence à partager mon écran et... pourquoi je ne peux pas partager mon... Attendez. C'est embêtant. Pourquoi? Là. Hop, donc nous voilà sur le site de la Société Saint-Vincent-de-Paul, donc cette fameuse landing page de campagne qui n'est donc pas sur le site de la SSVP, elle est ailleurs. Et donc, la personne qui arrive sur ce site-là, elle a été adressée par des pubs digitales, elle a été intéressée, elle a cliqué et hop, elle arrive ici. Alors, je fais une petite vision globale de la page. Vous voyez, elle n'est pas spécialement longue. Et comment est-ce qu'elle est construite, cette page? Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a un template. Et généralement, on propose à nos clients d'utiliser le template parce qu'il fonctionne. Et entre guillemets, ça ne sert pas à grand-chose de vouloir faire différemment pour faire différemment, juste pour le principe, alors que ça marche bien. Après, c'est en fonction du client, de ses spécificités, on peut adapter, mais sinon, c'est plutôt construit comme ça. Alors, comment ça marche? Vous arrivez ici, déjà, vous voyez cette grande image avec, donc, demain, je serai encore là, qui est le claim de la marque pour que tout soit cohérent. Et vous avez ici un texte qui vient vraiment accueillir la personne pour lui dire bienvenue sur cet espace qui est consacré à la transmission de patrimoine pour l'association, etc., où on vient donc accueillir la personne et on a un ton qui est très chaleureux. Vous voyez, tout de suite, on a la photo de la personne qui est le contact leg, ses coordonnées, un petit texte sympa qui dit qu'on est disponible pour discuter avec les personnes, etc. Donc, on vient rassurer. Parce qu'en fait, au tout début de notre pyramide, rappelez-vous, la personne, elle découvre soit l'association, soit qu'on peut tester pour cette association. Donc, elle est vraiment aux prémices de son projet leg. Et donc, elle s'intéresse un peu à la mort, et tout le monde le sait. Comprendre qu'on va mourir, c'est un moment qui fait assez peur, donc il faut rassurer la personne. Alors, si on descend, ce que vous voyez, c'est que, hop, je descends, mon formulaire ici, il ne bouge pas. En fait, il va m'accompagner tout au long de ma navigation, il ne va jamais quitter mon écran pour inciter
à demander la brochure. Vous vous rappelez, je vous ai dit, les cibles qu'on redirige ici, c'est les cibles qui ne connaissent pas l'association, qui ne sont pas adhérentes, mécènes, bénévoles, etc. Et donc, c'est des cibles qui ne sont pas déjà attachées à l'association. Donc, elles sont ce qu'on appelle captives. Donc, il faut un peu plus les contraindre à réaliser l'action souhaitée, l'action souhaitée étant de télécharger notre brochure, notre carotte. Donc, c'est pour ça que mon formulaire, il m'accompagne tout le long de ma consultation. L'autre point important sur notre LP, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de contenu leg, il n'y a pas de contenu technique. Le seul contenu technique, vous voyez, c'est là, c'est 6 lignes, c'est tout. Pourquoi? En fait, donc, toujours dans notre pyramide, la personne, elle est aux prémices de son projet leg. Donc, elle comprend juste que peut-être il faut qu'elle s'organise par rapport à son décès. Mais alors, il ne faut pas du tout venir lui dire la différence entre une donation temporaire d'usufruit, c'est si, il faut aller voir son notaire, il faut faire un testament, il ne faut pas oublier de le signer parce que sinon c'est caduque, etc. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on va plus lui faire peur qu'autre chose, déjà. Donc, ce n'est pas le lieu de venir la noyer sous la partie technique. Et puis surtout, toutes ces informations, en fait, elle en aura besoin plus tard et elle en aura besoin dans la brochure. Donc, si la personne, elle vient céder ses informations pour recevoir de la doc et que finalement, vous lui redites des trucs que vous lui avez déjà dit avant, entre guillemets, elle va être un peu dégoûtée de vous avoir cédé ces informations parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très précieux, les données personnelles. Et donc, vous aurez fait une deuxième erreur. C'est-à-dire qu'en plus de lui avoir fait peur, vous lui aurez fait faire un effort, entre guillemets, pour rien. Donc, on évite complètement d'aborder la technique ici, c'est contre-productif. Juste, on dit, voilà, il y a différents modes de transmission, chacun a sa symbolique, chacun a ses avantages, etc. Et puis, c'est tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on raconte si on ne raconte pas la technique? Eh bien, dans cette idée d'accueillir et surtout de rassurer, on vient raconter des histoires. Bon, ceux qui connaissent notre agence savent qu'on aime beaucoup, on est très attachés à cette notion de raconter les histoires des gens, mais c'est hyper important. En fait, quand on réfléchit à un leg et donc à comment est-ce qu'on veut transmettre une part de notre histoire à une autre histoire, c'est-à-dire qu'on a décidé de lier notre histoire personnelle à l'histoire d'une marque, en fait, l'histoire d'une association, c'est hyper émotionnel et puis ça fait un peu peur et puis surtout, on ne voit pas très bien ce que ça peut représenter. Donc, le but, en fait, c'est déjà de dire qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait, c'est hyper rassurant, que ces gens, ils sont honorés, ils sont respectés, on ne les oublie pas, donc ils accèdent en partie un peu à l'éternité puisque leur souvenir, il est maintenu et ça, c'est hyper rassurant pour les personnes qui ont compris qu'un jour, elles vont s'éteindre, elles vont disparaître. Et surtout, en racontant ces histoires, le troisième intérêt, c'est que, on vient concrétiser ce que ça peut porter comme symbolique un leg ou ce qu'on peut obtenir en contrepartie. Là encore, contrepartie ou pas, ça dépend de ce que l'association a à offrir. Donc là, vous voyez en fait que le contenu principal, il est sur ces histoires. Donc en fait, comment est-ce qu'on a fait ces histoires? Ce sont des fausses histoires, enfin, vraies fausses histoires. En fait, on a beaucoup discuté avec le client. Et pour comprendre pourquoi est-ce que les gens, en général, décidaient de tester pour cette association. Donc, ça nous a permis de construire 5 raisons de tester pour la SSVP et on en a construit 5 témoignages. Donc, vous les voyez, prolonger mon action, laisser plus qu'une maison à mes enfants, choisir mes héritiers, transmettre la foi ou encore continuer d'agir près de chez moi. On a rédigé ces histoires-là. Et en fait, après, ces histoires, elles ont permis de construire aussi 5 annonces presse. Et surtout, et donc là, je vais revenir à ma presse, elles nous ont permis de construire les publicités qui dirigent vers cette landing page. Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, vous le voyez là, demain, je serai encore là, c'est le claim leg de la SSVP. Et donc, avec nos histoires, on a construit 5 bannières qui sont utilisées en publicité. Donc, demain, ils sont toutes construites sur le même modèle pour être cohérentes. Demain, je serai encore là, car j'ai choisi de transmettre à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Mais à chaque fois, vous avez une raison qui est différente. Demain, je serai encore là pour prolonger mon action, pour faire vivre la charité, pour agir près de chez moi, parce que j'ai choisi de léguer à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? C'est intéressant parce que quand vous allez diffuser ces publicités, elles vont être vues par un certain nombre de personnes, mais les personnes ne vont pas réagir de la même manière à ces publicités. Il y a, par exemple, un certain nombre, par exemple, ce que je dis est faux. Je ne vais pas non plus vous raconter exactement tous les résultats de l'association, mais
Par exemple, on va dire que les plus de 70 ans à intérêt catholique vont plus cliquer sur choisir de faire vivre la charité. Les personnes avec des enfants, finalement, ne vont pas du tout être intéressées par léguer quelque chose de plus qu'une maison à mes enfants, mais plutôt de continuer à agir près de chez moi, etc. Donc, ça vous donne des informations sur comment vos messages fonctionnent en général et fonctionnent auprès d'un certain nombre de personnes. Et puis, vous avez la possibilité en fait de voir qui clique et surtout qui va télécharger sur votre landing page la brochure. Donc, ça vous donne une vision assez globale de quel message permet de faire agir jusqu'au bout et surtout l'intérêt par rapport à la prospection papier, télé ou radio, c'est que ça génère beaucoup plus de résultats et vous le savez, le KPI en leg, c'est vraiment compliqué parce que les CA, en fait, ils sont tellement habitués au marketing qu'ils ont du mal à entendre que les KPI du leg sont différents et donc d'être en mesure de leur donner des chiffres, ça a un côté très, très rassurant, plus rassurant que la prospection papier, puisque la prospection papier, il faut attendre plusieurs années, généralement, avant d'avoir les retours coupons, alors que là, vous avez des résultats tangibles immédiats, et donc c'est beaucoup plus simple de négocier des budgets d'une année sur l'autre. Donc voilà pour notre cas pratique sur la SSVP. Donc je vous l'avais annoncé, sauf si on n'a pas, mais normalement on va essayer de prendre une ou deux questions avant de passer à l'autre cas pratique. Oui, alors j'ai une question sur la landing page. Est-ce que ça signifie que la personne est redirigée vers un espace ou un site qui n'est pas directement celui de l'association? Tout à fait, exactement. Mais ça, il n'y a que nous qui le savons. En fait, cette landing page, pour schématiser, vous avez le site institutionnel de l'association qui est sur le soleil. La landing page est sur la lune, mais il n'y a que nous qui le savons. Tout le monde a l'impression que la landing page est aussi sur le soleil. Parce que cette landing page, en fait, elle est faite de telle manière qu'on a vraiment l'impression d'être sur le site institutionnel et donc la personne qui n'est pas dans la campagne de marketing, entre guillemets, elle ne se rend pas compte qu'elle est sur un lieu différent. Donc, voilà. Très bien. Alors, une autre question. Sur la landing page, savez-vous quels sont les critères pour choisir la photo du Seigneur? Ah, alors la photo qui est tout en haut, donc pour choisir la photo qui est tout en haut, alors ça, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, ça va dépendre de l'identité de l'association. Par exemple, là, on est en train de le faire pour une autre association dont on parlera tout à l'heure, qui est active dans le patrimoine. Et là, par exemple, en fait, les gens vont être beaucoup plus sensibles à ce que fait l'association et donc à voir des belles maisons. Et donc, sur cette landing page-là, on a mis beaucoup plus de visuels de paysages parce que les gens, c'est des choses qui vont plus toucher les personnes qui sont sensibles à cet assaut. Alors que là, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, son ADN, c'est vraiment l'aide à la personne, la charité, la proximité. Et donc, c'est pour ça que vous avez, et plutôt donc l'aide aux personnes âgées, c'est pour ça que vous avez une priorité de personnes âgées. C'est-à-dire qu'on va aussi bien représenter le testateur que le bénéficiaire sur la landing page en général. Et en fonction de votre association, bénéficiaires et testateurs n'ont pas la même figure. Bon, très bien, pas d'autres questions. Ok, bon, donc on va continuer. Alors le deuxième cas pratique, c'est justement l'association dont je vous parlais qui est active sur le domaine du patrimoine. Pour elle, on a fait un fil rouge. Donc je repars juste pour vous, tac, voilà, ici. Donc vous vous rappelez, on peut discuter auprès de personnes qui ne connaissent pas du tout notre association dans une démarche publicitaire. Et on peut parler aux personnes qui connaissent déjà notre association, puisque ils sont déjà convaincus en partie que notre association fait quelque chose d'intéressant. Donc, ils sont d'autant plus susceptibles d'être convaincus que ça a du sens de faire un leg pour eux. Donc, ici, on va parler de cette partie de fil rouge. Comment est-ce qu'on crée un fil rouge? Donc, je vous le disais, le fil rouge, on peut le faire de différentes manières. Soit on fait des messages spéciaux, donc des emails, par exemple, et où on vient s'implanter sur la newsletter et où on vient s'implanter sur d'autres messages digitaux. Ici, je vais vous présenter un exemple de comment est-ce qu'on s'implante sur la newsletter de la marque. Et là, je vous ai mis, pour le coup, comme c'est en cours, c'est un faux exemple, mais qui pourrait être un vrai exemple. C'est juste que je n'ai pas voulu montrer tout ce qu'on était en train de faire, mais ça aurait pu être complètement un vrai calendrier éditorial. Alors,
Là, vous voyez, je vous ai mis sur la droite un exemple de de schéma, de comment est-ce que peut être construite une newsletter. Donc, elle peut être construite avec ce qu'on appelle des headers et des footers, qui sont en fait des bannières. Donc, c'est une pub, un visuel avec un message. Ces visuels, ils peuvent être aussi entre les articles. Et après, vous avez des rubriques. Et dans chaque rubrique, vous avez un certain nombre de contenus avec une image et généralement un texte qui sont associés. Alors, la newsletter, c'est un lieu qui est vraiment intéressant de venir mobiliser quand on parle de l'aigle. Pourquoi? La newsletter, c'est un outil qui est top quand on s'intéresse à la première étape de la pyramide. Vous vous rappelez, qui s'appelle l'étape de la découverte, parce que c'est là où, en fait, on peut venir parler de plein de trucs un peu nouveaux pour intéresser les gens et voir s'ils réagissent bien ou pas. Et potentiellement, après, venir insister en leur parlant via des emails dédiés des sujets sur lesquels ils ont montré de l'intérêt. Et comme les libéralités, c'est un sujet qui est hyper riche et complexe, la newsletter se prête bien en fait à venir traiter les libéralités sous forme de petits sujets un peu variés pour voir comment est-ce que les gens, réagissent. L'intérêt aussi, c'est… attendez. Ah mince, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas remontré ma… Excusez-moi. Tac. Je retourne là. Pardon. Donc, je repars ici. Donc, ce fameux schéma, je suis navrée. Donc, vous avez ce que je disais, les headers, les publicités qui peuvent être en haut. Après, elle a le même nom, mais elle s'appelle footer en bas, tout simplement parce que c'est le foot, c'est le pied de la newsletter. Mais après, ces publicités, elles peuvent être mises entre les rubriques, entre les articles, etc. Et puis après, vous avez vos formats un peu plus classiques qui sont les formats des articles. Donc, l'intérêt aussi en newsletter, c'est que le but du newsletter, le newsletter, elle a deux objectifs. Elle a l'objectif, évidemment, de satisfaire les objectifs de la marque, c'est-à-dire de parler des sujets qui sont importants pour elle, c'est-à-dire en campagne de fin d'année, de parler de la collecte, pendant l'IFI, de parler de l'IFI, etc., etc. Donc, il faut que les libéralités, en fait, viennent respecter les objectifs de la marque. Il ne faut pas venir cannibaliser les autres sujets. Et l'autre objectif de la newsletter, évidemment, c'est d'intéresser la personne à qui on s'adresse. Donc, il ne faut pas la barber, parce que sinon, elle ne va plus cliquer et puis la marque, forcément, elle y perd. Donc, c'est pour ça qu'on vient varier et qu'on vient, en fait, changer les formats, échanger les sujets, échanger les rubriques, parce que ça va permettre de créer cette bruit de fond tout au long de l'année. Et quand, par exemple, on est pendant l'IFI, on va plutôt prendre un footer, c'est-à-dire une espace pas forcément hyper visible pour ne pas cannibaliser l'IFI qui est prioritaire. Et par contre, dans les temps un petit peu plus creux, là, on pourra prendre des espaces un peu plus importants puisqu'on a la possibilité en fait, de venir se positionner. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Eh bien, on va réfléchir à tous les sujets qui ont du sens pour l'association et qui vont intéresser évidemment la personne, parce que les sujets qui ont du sens pour l'association mais qui n'intéressent pas, on oublie. Et après, on voit comment est-ce qu'on vient incruster ça. C'est un petit calcul, quoi. Il faut passer un peu de temps. On voit comment est-ce qu'on vient incruster ça tout en respectant le calendrier de la marque en général et puis pour avoir cette variété. Alors, comment ça se représente? Je vous montre sur la slide suivante un exemple. Donc là, vous voyez qu'il y a nos trois types de rubriques qui sont représentés par les couleurs. On a les formats publicitaires qui sont en rose. On a les formats qui ont trait à la rubrique de l'association. Donc là, c'est vraiment nous soutenir, nous aider, etc. Et la troisième rubrique en orange, qui est une rubrique ici qui s'appelle une rubrique patrimoine. Donc, par exemple, si j'étais une fondation qui soutient les gens sur la danse, ça serait une rubrique sur la danse. Si j'étais une association qui soutient les élèves, ça serait les avancées sur la pédagogie, tout ce qui peut avoir trait à votre cœur de métier. Et donc, vous voyez que chacune de ces rubriques, déjà, on change de couleur à chaque mois. Donc, on varie les emplacements. Et on respecte aussi notre calendrier, c'est-à-dire qu'en février et en novembre, où c'est la fin d'année, on ne prend pas du tout de place, on est en footer. En mai, on va pas, et en mai, en juin, qui sont l'IFI, on ne va pas prendre les plus beaux espaces qui sont le header. Et après, nos articles
oh là, je ne trouve pas mes mots, excusez-moi, nos articles changent de rubrique à chaque fois. Et quels sont ces articles? Alors, ces articles, là, ce qu'on a fait, c'est comme cette association a une spécificité d'action sur le patrimoine, il y a certains sujets qui s'y prêtaient bien. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par un article générique, puisque c'est la première fois qu'on parle des libéralités dans la newsletter. Donc, on va présenter un peu ce que sont les libéralités. Donc, l'article en février ou en mars générique, c'est plutôt classique. Et après, par contre, on vient adapter. Donc, ce qu'on a fait en mai, on a fait par exemple dans la rubrique patrimoine, on a fait un article sur la donation en nue propriété parce que ça avait du sens dans le cadre de l'IFI et ça a aussi du sens pour le lecteur puisque ce sont des gens qui sont intéressés par le patrimoine, donc généralement qui peuvent avoir du bâti et ils peuvent avoir un double intérêt à ce moment-là. Les autres manières de travailler le leg en s'inscrivant dans la mission de l'association, donc dans la rubrique patrimoine, les deux autres contenus orange, vous voyez qu'on a fait un focus sur un projet. Alors, le focus sur un projet, c'est hyper pratique parce que là, pour le coup, ça marche vraiment sur toutes les associations. On vient raconter, donc là, par exemple, on va dire une rénovation, la rénovation d'un chai, par exemple. On ne va pas du tout parler de libéralité au début. Donc, on va, entre guillemets, appâter la personne avec un sujet qui l'intéresse. On va tout raconter, comment est-ce qu'on a fait cette rénovation, combien ça a coûté, etc. Donc, on va arriver à sortir des montants. Et à la fin, on utilise un petit conditionnel en disant un leg de temps aurait pu contribuer, 3 legs auraient pu permettre de, etc., etc. Et hop, on fait une petite passerelle si vous souhaitez en savoir plus et on les renvoie sur la rubrique institutionnelle pour en savoir plus sur les libéralités. Donc ça, le focus sur un projet hyper pratique pour toutes les associations, en fait, puisque les gens qui sont intéressés par la mission sociale, en fait, dans cette mission sociale se finance. Donc ça marche dans tous les cas. Et après, les autres articles qui sont les articles sur l'association, sur comment soutenir l'association, il y en a 2 types, soit des articles où on va rentrer un peu dans la pédagogie, dans le détail d'une libéralité, comment ça marche, comment est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, etc. Donc là, on a pris le parti du don sur succession, puisque les dons sur succession se matérialisent généralement par la cession d'une maison. Donc, ça a du sens, là encore, pour les personnes qui sont amateurs de patrimoine, de voir que céder un bien qui leur est pas tellement pratique, ça peut faire beaucoup plus pour le patrimoine. Et après, on peut faire aussi très facilement des portraits hommages. Hommage, donc toujours je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous montrais la landing page, je vous disais que c'était important de se souvenir pour la personne de savoir qu'on va se souvenir d'elle, de voir que l'association montre du respect envers les personnes qui ont choisi de faire un leg pour elle. Et ainsi, en fait, elle les rend un peu éternelles puisque leurs souvenirs ne meurent jamais. Elles continuent de parler d'eux. Et ça, c'est très, très rassurant. Donc, c'est un côté rassurant. Et puis, voilà, l'association fait preuve d'abnégation. Elle dit merci. Et donc, ça, ce sont toujours de très beaux contenus à faire. Donc voilà pour comment est-ce qu'on peut construire un calendrier éditorial sur sa newsletter, sachant que voilà, je le répète, ça c'est la mécanique que je vous présente, mais pour cette association, j'aurais pu en faire plein d'autres et pour n'importe quelle association, on peut en faire plein avec plus ou moins de densité. D'ailleurs, là, ils avaient envie d'être assez présents sur l'année, mais on peut faire moins, on peut être plus sur simplement des formats publicitaires, etc. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être. Oui, j'ai une question qui est, est-ce que le fil rouge signifie qu'on s'adapte au fil du temps et qu'on prend la place d'une rubrique qui était prévue ou d'une bannière prévue? Comment ça se passe? Ça se réajuste? Alors, là, ça va dépendre. Après, ça dépend de votre flexibilité. Généralement, en fait, on recommande de prendre un moment pour faire son calendrier pour toute l'année, pour que tout soit cohérent. Et donc, ça ne va pas prendre la place d'un autre contenu puisque les contenus seront hiérarchisés en même temps les uns des autres. Après, le but pour vous, c'est que vous cannibalisiez, ça dépend aussi de vos objectifs. Si votre objectif, c'est d'abord de développer la collecte plutôt que les legs, il vaut mieux prioriser la collecte plutôt que les legs dans votre newsletter. Donc, on ne va pas prendre la place des articles qui
qui sont consacrés à la collecte. Et après, dernière chose, tout dépend de votre flexibilité. Par exemple, cette association-là a eu la possibilité de créer, elle avait la main sur son outil en fait, parce que c'est pas une agence qui lui faisait sa newsletter, donc elle a vachement de flexibilité sur comment agencer elle-même ses contenus, et donc elle a décidé finalement de créer une autre rubrique qui est la rubrique Nous soutenir, sur laquelle va elle-même nourrir d'autres contenus pour soutenir l'association et qui permettent en fait de venir bien dissocier les contenus relatifs au patrimoine des contenus relatifs au soutien financier pour l'association. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça m'a l'air clair. J'ai d'autres questions, mais qui sont beaucoup plus générales, qui ne sont pas particulièrement liées au fil rouge. Écoute, je vais te la donner. Est-ce que les libéralités font l'objet de bouche à oreille entre testateurs? Autrement dit, est-ce que les associations réfléchissent à comment activer ce bouche à oreille du recrutement de testateurs par d'autres testateurs? Alors ça, c'est le mieux. En fait, c'est le mieux parce que c'est parce qu'en fait, la personne, elle vous affranchissez de la pub. Et la personne, elle sera beaucoup plus convaincante parce qu'elle est naturelle. Et justement, pour cette association VMF, quand on a fait le portrait de testateur, ça l'a rendu tellement fier. C'est moi qui l'ai interviewé, ce monsieur, et il était tellement fier de voir que l'asso était trop contente qu'il ait fait ça, que pendant qu'on discutait et qu'il me racontait son parcours, il me disait qu'il avait des copains et que ses copains trouvaient ça assez intéressant ce qu'il avait mis en place. Et donc, il avait prévu de faire une petite session PPT pour leur montrer tout son parcours, comment ça avait commencé, qu'est-ce qui lui avait plu, comment était la fille de l'asso, comment est-ce qu'ils avaient prévu d'aller ensemble chez le notaire, etc., etc. Donc, quand vous arrivez à avoir des ambassadeurs, ça, c'est vraiment le mieux. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en retard par rapport à, par exemple, les pays anglo-saxons où ce n'est pas du tout tabou le leg, mais ça commence à vraiment il y a mon chat, excusez-moi. Ça commence à devenir vraiment plus du tout tabou et les gens le revendiquent, notamment nos boomers. C'est-à-dire que nos générations silencieuses, eux, généralement, ils n'avaient pas trop envie d'en parler, etc. Mais après, quand la personne, elle a compris qu'elle allait mourir, on peut comprendre qu'on va mourir, enfin, même si là, vous et moi, vous savez qu'un jour, on va mourir, mais on n'en a pas vraiment pris conscience. On en prend vraiment conscience généralement quand on vit un trauma, quand on a un proche qui meurt, etc. Et où on se rend compte, en fait, à quel point c'est bazar si on n'est pas organisé. Et à ce moment-là, on va se rendre compte que c'est vraiment bazar, qu'il faut absolument s'organiser. Et à ce moment-là, ça devient la seule préoccupation presque de votre vie, de savoir comment vous allez vous organiser pour ce décès. Et donc, de trouver des oreilles attentives de gens qui sont intéressés ou avec qui vous pouvez parler de ce sujet qui n'est pas tabou, c'est vraiment un fort besoin. Donc, si la personne, elle a envie de vous promouvoir, ça, c'est vraiment le mieux. Mais il n'y a pas de stratégie, par contre, pour générer des gens qui vont devenir vos ambassadeurs, si ce n'est bien gérer votre relation, bien montrer que vous êtes plein d'abnégation, que vous les remerciez, etc. Pour les séduire au mieux, quoi. Mais vous ne pouvez pas, en tout cas, je ne sais pas faire, moi, pour l'instant, agir, mettre en place une stratégie pour générer des ambassadeurs. Voilà. Et une dernière question pour en revenir à l'exemple, montré de newsletter. Est-ce que c'est une newsletter spécialement dédiée au leg? Non, pas du tout. Non, c'est ça. C'est la newsletter, en fait, c'est la newsletter de la marque qui, généralement, on publie ça une fois par mois. C'est la newsletter de la marque, c'est-à-dire que vous avez des contenus leg au milieu, des contenus, n'oubliez pas, c'est la campagne adhésion, découvrez l'interview du président, nous avons un nouveau mécène, etc., etc. Et donc, le but, en fait, c'est de venir insérer les contenus leg pour que ce soit cohérent avec la newsletter et que ce soit intéressant et que ce soit pas rébarbatif, d'où cette notion de varier, en fait, les formats et les rubriques à chaque fois. Très bien. On va pouvoir continuer. Ça marche. Alors, je fais mon autre petit sondage qui concerne mon SEO. Alors, hop, je le publie là. Alors, pourquoi le SEO? Donc, on va parler de la rubrique institutionnelle qu'on a fait pour Médecins sans frontières. Alors, le SEO, j'attends de voir à peu près, parce que c'est un gros morceau, donc c'est assez technique. En gros, le SEO, qu'est-ce que c'est? Le SEO, c'est en digital, c'est d'essayer de répondre à un certain nombre de règles pour venir draguer Google.
Pourquoi est-ce qu'on veut draguer Google? Parce que si on drague suffisamment bien Google, vous vous affranchissez de la publicité. Donc, vous n'avez plus à payer de pub parce qu'en fait, Google vous remonte automatiquement dans sa navigation, c'est-à-dire sur la première page, quand les personnes font une recherche qui a trait à votre association. Donc, par exemple, qui a trait à votre, pardon, je vais y arriver, qui a trait à votre association. Pourquoi c'est intéressant? Il faut savoir que sur un site, il n'y a que 20% des gens qui ont demandé à venir sur ce site. Par exemple, si je suis Marmiton, il n'y a que 20% des gens qui ont dit Google, emmène-moi sur Marmiton voir la recette au chocolat trop cool. Le reste des gens, ils ont dit à Google, emmène-moi trouver une recette de gâteau au chocolat trop cool, et hop, ils arrivent sur Marmiton. Donc, ça veut dire que 80% de vos opportunités, si vous ne faites pas de SEO aujourd'hui, vous loupez 80% d'opportunités de collecte de legs ou de dons supplémentaires. Donc, c'est ça, en fait, le vrai enjeu derrière, c'est de parler aux gens qui ne savent pas qui vous cherchent. Alors, je regarde juste où on en est. OK, bon, ça, c'est assez classique, c'est assez technique. Bon, je vous explique. J'espère qu'il n'y a pas de cadre qui va me dénoncer parce que forcément, je ne vais pas vous faire un cours, ce n'est pas le lieu. Mais donc, le SEO, c'est répondre en fait à un certain nombre de règles. Donc, il y a 2 grands types de règles. Ce sont soit des règles techniques, donc ça, c'est vraiment le geek, en fait, quand il va venir coder votre site Internet, vous ne le voyez pas, donc voilà, qui code bien. Et après, c'est vraiment dans les contenus. C'est-à-dire que, en fait, tout site Internet est inscrit sur une thématique générale. Par exemple, si je suis une association, je suis sur la thématique association, voire caritatif. Si je suis Marmiton, je suis sur la thématique cuisine. Et donc, il faut que je vais développer un certain nombre de contenus qui peuvent plaire aux gens qui vont être intéressés par la thématique association ou la thématique cuisine. Donc, je vous montre ma rubrique pour MSF. Alors, comment ça fonctionne? En gros, l'idée, c'est que l'agence, elle va aller regarder quelles sont les thématiques, quelles sont les questions que les gens posent à Google sur la thématique de l'association et la thématique que l'asso veut développer. Exemple, donc je suis la schéma. Quelles sont les requêtes que les internautes posent à Google concernant la schéma et concernant le leg? Il va trouver un certain nombre de requêtes. Donc, les requêtes, vous savez, c'est quand vous posez une question dans le moteur de recherche Google. Et après, je vous expliquerai comment, il va ranger ces requêtes et ça va nous permettre de faire nos pages. Et donc, nos pages, donc je vous ai mis un exemple ici. Donc là, c'est cette fameuse rubrique MSF. Vous voyez que les pages, elles ne sont pas les pages que vous auriez fait avec la rationalité. Vous auriez dit une page sur c'est quoi le leg, une page sur c'est quoi la donation, une page sur c'est quoi l'assurance vie, etc. Là, vous voyez que ce n'est pas ça. Leg et assurance vie, les différences entre leg et donation, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, on vient répondre aux questions des internautes. Et pourquoi? Quel est l'enjeu? En gros, l'idée, c'est que Google, si vous répondez bien à ces règles, il va vous mettre une bonne note, comme à l'école. Et plus votre note est bonne, et plus il va vous mettre, il va vous pousser aux personnes qui posent des questions relatives à votre thématique. Et après, il va regarder comment est-ce que les gens se comportent chez vous. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font comme dans la vraie vie? Est-ce qu'ils vont lire plein de contenus? Est-ce qu'ils agissent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils donnent ou est-ce qu'ils remplissent un formulaire? Ou est-ce qu'ils viennent parler de votre contenu à leurs amis, donc ils partagent vos contenus? Ou est-ce qu'encore, ils reviennent voir vos contenus? Donc là, j'ai mis l'URL de la rubrique si certains, après, ont envie d'aller un peu rentrer dans le détail, voir à quoi ressemblent les contenus de cette rubrique. Et maintenant, je vais vous expliquer tout simplement comment est-ce qu'on en est arrivé à décider qu'il y aurait tel et tel type de page. Donc là encore, je le répète, c'est la mécanique. Tout le monde peut arriver à faire ça et probablement que vous, si un jour vous faites ça, votre rubrique, elle ne ressemblera pas à celle de MSF. En gros, donc, on a été chercher toutes nos rubriques. Ensuite, toutes nos requêtes. Qu'est-ce que les internautes posent comme question? Ensuite, on va trier les requêtes entre les requêtes principales et les requêtes secondaires. Les requêtes principales, c'est les requêtes qui sont posées le plus souvent, donc qui ont le plus, entre guillemets, de capital de clic. Donc, par exemple, pour la libéralité, ça serait exemple du testament.
Et après, on va garder les requêtes secondaires, donc qui sont intéressantes aussi, mais qui sont moins importantes en termes de volume que les autres. Et puis, on va les ranger les unes avec les autres. Donc, par exemple, là, vous voyez, j'ai essayé de faire le petit schéma. Mon mot-clé principal qui va être, mettons, testament, exemple de testament, et ben en face, dans mes mots-clés secondaires, je mettrai testament holographe, testament devant notaire, les témoins avec un testament, etc. Mais je ne vais pas mettre évidemment la différence entre legs et donation ou qu'est-ce qu'une assurance vie. Il faut que ce soit cohérent. Et ça me permet de ranger mes contenus les uns avec les autres et de créer cette fameuse rubrique que je vous ai présentée avant, qui va répondre aux questions des internautes et pas forcément parler de ce que vous aviez à la base envie de mettre en avant. Est-ce qu'on prend des questions? Parce qu'après, j'ai d'autres trucs à dire, mais comme il ne reste plus que 10 minutes, je pense que c'est plus intéressant que les gens posent leurs questions. J'espère que c'était clair. Si ce n'était pas clair, je peux aussi rentrer dans le réexpliquer. Alors, il y a une question, c'est comment fait-on pour trouver les mots-clés? Alors, il faut payer une agence. Il faut payer une agence ou alors il faut investir dans un certain nombre de logiciels. Parce que c'est des logiciels payants, donc par exemple, il y a SEMrush, etc. Mais il faut avoir après une expertise. C'est-à-dire que si vous avez le logiciel mais que vous ne savez pas faire, vous ne saurez pas forcément identifier les… C'est un vrai métier, en fait, d'arriver à trouver les requêtes. C'est pour ça qu'il faut nécessairement payer une agence. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est l'expertise, en fait, du chef de projet SEO, d'arriver à identifier les requêtes qui sont en lien avec votre asso, en lien avec la thématique des libéralités, qui ont des potentiels de volume. C'est-à-dire que c'est des requêtes qui sont effectivement cherchées. Parce qu'après, si on fait des contenus sur des pages qui sont cherchées par 3 personnes dans le monde, ça n'aura pas d'intérêt pour vous, quoi. Ok, c'est clair. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des études sur les testateurs qui ne veulent pas se faire connaître des assos bénéficiaires? Alors non. Non, il n'y a pas d'études sur ces personnes-là parce que elles sont secrètes. En revanche, c'est un chiffre du marché. C'est un chiffre qu'on trouve, qu'on trouve chaque année. Et là, en plus, comme on a fidélisé pas mal de clients, on va un peu plus loin dans nos bilans. Ce qu'on constate, c'est que tout asso confondu, et ça depuis plus de 10 ans, les assos, à chaque année, quand elles font leur bilan de qu'est-ce qu'elles ont reçu comme legs ou qu'est-ce qu'elles ont ouvert comme nouvelle succession, il y a 50% des successions qui viennent de personnes dans leur fichier et 50% des personnes qui ne sont pas dans leur fichier. Après, les personnes, on sait souvent que les personnes qui ne sont pas dans le fichier, généralement, généralement, elles sont… c'est des legs à plusieurs associations. On ne fait pas de legs universels. C'est-à-dire qu'on a envie de faire un geste, mais on n'a pas noué ce lien hyper émotionnel. En gros, plus l'association elle va travailler son relationnel avec les personnes qui veulent entrer en contact avec elle, plus elle aura de legs universels. Donc, ça sera moins compliqué à gérer et puis forcément, les montants seront plus importants. Et comme il n'y a pas cette partie relationnelle pour les personnes qui ne veulent pas se faire connaître, de l'association, généralement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de dossiers à partager. Très bien. Autre question, est-ce que l'épidémie de Covid a fait grossir le nombre de demandes de brochures, de contacts dans les bases de données des assos? Alors, par rapport au Covid, ce qu'on a constaté, c'est que déjà, au début, on s'est posé la question de savoir si ça se faisait ou pas de maintenir les communications legs. On l'a fait. Et ça n'a pas du tout baissé, ça n'a pas du tout nui. On n'a jamais eu de retour de personnes disant c'est indélicat de votre part de communiquer là-dessus. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que il y a une hausse des demandes, mais qui est liée aussi à la hausse des moyens qu'on a mis en place l'année dernière. On a fait une très belle année, mais parce qu'aussi, on avait beaucoup plus de moyens financiers et surtout, ce qu'on fait sur le digital était beaucoup plus développé. Il faut savoir qu'en digital, le coût d'acquisition d'une personne qui fait une demande de brochure, il est 6 fois moins élevé qu'en print et surtout, les résultats sont immédiats.
Donc, c'est pour ça aussi que chaque année, nos clients nous donnent de plus en plus de budget en digital et pérennisent ça parce que ça génère des beaux résultats. Donc, l'an passé, bah, c'était la 3e année et forcément, bah, on a mieux bossé quoi, parce qu'on avait plus de sous. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est corrélé au Covid. Probablement qu'il y a eu une hausse des successions, il y a eu plus de décès, mais hem, mais mais je ne sais pas si c'est le Covid qui a généré, ce que je sais, c'est que mes clients ont constaté l'an passé, qu'il y avait beaucoup plus de personnes jeunes. Tout à l'heure, je vous disais, il y a un tournant qui se passe dans la vie des gens entre le moment où ils vont vouloir s'intéresser à ce qu'ils font de leur patrimoine après leur décès et ce moment, il arrive quand, on a pris conscience qu'on allait mourir et donc l'an dernier, en fait, avec, bah, cette vague de décès, beaucoup de gens ont pris conscience qu'ils allaient mourir et notamment des personnes très jeunes. Donc voilà, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils avaient des quarantenaires, des trentenaires même, qui leur écrivaient pour mettre même en place leur projet successoral. Donc voilà, c'est pas les personnes en question qui ouvriront ces dossiers. Ils travaillent pour l'association, pour la suite en fait. Mais ça a eu ça comme effet le Covid. Très bien. Encore une question. Quels sont vos conseils quand on débute une activité de legs et qu'on n'a donc pas de témoignage testateur propre à son organisation? Alors, si on n'a pas de testateur, on a des donateurs. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que, après, la rédaction, elle est toujours approuvée elle est toujours approuvée, hein, par le client. Si en fonction de comment le client est à l'aise, on peut mettre des petits astérisques en disant: «On a modifié le nom de cette personne» et cetera. Enfin, voilà, il faut jamais être mal à l'aise avec ce qu'on fait. Mais en fait, vos testateurs, une partie de vos testateurs, en tout cas, ils auront des points communs avec vos donateurs parce ils partagent, en fait, d'être intéressés par vos missions et par votre cause. Donc on va s'inspirer à la base de verbatim de vos testateurs ou en tout cas des valeurs partagées par vos donateurs pour construire des testis de testateurs. Je crois que Mathilde, on va te remercier, Mathilde Delhomme, parce que tu as été très explicite, tu as donné des nombreux cas, des exemples très concrets, très pratiques, je t'en remercie. À moins qu'il y ait une dernière question auprès de nos fundraisers qui souhaiteraient vraiment poser, je pense qu'on pourra clôturer cette session. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Non, pas de questions, c'est bon. Eh bien, je vous remercie à tous de votre présence. Merci encore Mathilde Delhomme de nous avoir aidé à mieux comprendre comment le digital peut nous accompagner à développer notre stratégie de legs. Et merci à Séverine de nous avoir accompagnés et d'avoir été le porte-parole de Tuto Fundraiser. À très bientôt sur un prochain atelier. Au revoir. Merci.